Ok, super. Alors, donc voilà le menu de ce soir, éléments théoriques en pratique et suivi d'une question-réponse. Alors, la partie d'introduction avant la question-réponse sera un peu plus longue qu'au premier webinaire. On va aller entre 45 minutes et 1 heure. Il est 34, c'est parti. Donc, le contexte, la première chose à faire, c'est identifier à qui on va s'adresser. Ok, c'est au niveau débutant, mais c'est quoi un débutant au badminton? Quelles sont les caractéristiques? Quel public c'est? Est-ce que c'est un public seulement adulte, adolescent, jeune? Et je vous présente aussi le fil rouge qui permet d'établir les exercices qui vont être présentés à la fin. Donc, comme on voit, il y a un contexte, moyens et outils, comment atteindre les buts fixés. Et en pratique, un exemple évidemment que vous pourrez utiliser en club ou lors de vos entraînements. Quel public? Il est intéressant de modéliser l'évolution possible d'un joueur en se basant sur le comportement observable. Donc, par exemple, à quelle intensité il fait l'exercice. Quand on voit, par exemple, en club des séries B qui jouent en simple, on voit qu'il y a une intensité qui est totalement différente par rapport à des débutants adultes sur le côté, avec un volume de déplacement beaucoup plus important. La rentabilité du déplacement est aussi différente parce qu'on peut observer que le débutant, au final, il est aussi fatigué que le série B pour un même temps de jeu. Et quelles sont les intentions de frappe? Ça, c'est un élément assez important, c'est-à-dire qu'au début, on a l'impression que la personne va frapper le volant pour s'en débarrasser et n'a pas une intention de faire bouger son adversaire. On a la chance de trouver une étude française de Cédric Dieu, 2012, qui met en avant le changement qualitatif ou en tout cas la direction du mouvement en fonction des étapes. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est clairement les étapes qu'ils ont identifiées pour ces études. Ce qui est intéressant avec ces étapes, ça a été identifié dans d'autres sports, mais pour cette étude en particulier, ça a été développé au niveau du badminton. Alors, on peut voir l'étape 1, comme je vous l'ai dit, c'est simplement je renvoie le volant. L'étape 2, on essaye de diriger le jeu. Étape 3, on essaye de placer un coup gagnant. Étape 4, on enchaîne. Exemple, je mets une pression de fond, j'enchaîne vers le filet pour gagner le point. Et l'étape 5, là, c'est vraiment au niveau expertise, on arrive à imposer son style de jeu. Donc ça, c'est la base théorique sur laquelle on va pouvoir identifier nos joueurs et nos comportements. Parenthèse, la présentation que vous avez ici, elle est chargée et complète. C'est normal, c'est pour un support pour la suite. Ça va? Que vous puissiez utiliser ça comme support. Alors, ces différentes étapes, on va les appeler des étapes connatives, avec une description pour chacune d'elles du comportement observable sur le terrain et des indicateurs de classement. Je vais prendre exemple la première étape qui nous concerne pleinement dans le sujet ici, c'est renvoyer le volant. Le joueur, il a un peu peur du volant et tout ce qu'il veut faire, c'est se débarrasser absolument du volant. Donc, on voit que le jeu est principalement sur l'axe central et en plein centre du terrain. Ensuite, on se dirige vers une étape suivante où on essaie de diriger le jeu. On essaye de placer le volant là où l'adversaire n'est pas. On essaye de le faire courir. Et là, on a pour la première fois 2 statuts de joueurs qui s'affrontent. Il y a un dominant et un dominé. Peut-être pas pendant tout le match, mais durant les échanges ou une partie de certains échanges, on va voir ces 2 statuts de joueurs qui vont apparaître. Ensuite, placer un coup gagnant, c'est le joueur qui, à un moment donné, sait mettre de la puissance dans sa frappe, sait attaquer, sait faire une bonne contre-amortie au filet et prendre l'avantage. On n'est pas encore à l'expertise. On est à la 3e étape sur 5. Ce joueur-là, peut-être qu'il place un smash et il ne bouge plus après.
Je vous invite à imaginer un petit peu ces joueurs, visualiser les joueurs, peut-être que vous en avez dans votre club qui répondent à chaque étape. Donc l'étape 3, c'est typiquement le joueur qui smash et « Ah, qu'est-ce que je dois faire après ?» Je pense avoir 1000 points. Étape 4, c'est celui qui arrive à smasher et d'enchaîner vers le filet, par exemple, après une bonne attaque. L'étape 5, qui ne nous concerne pas ici, c'est imposer son style de jeu. Donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir fait tout le travail de « Ok, quels sont mes points forts, mes points faibles et qu'est-ce que j'aime faire sur le terrain ?» Alors, chez nous, quel public cela concerne? Au niveau donc du sujet du webinaire de ce soir, la tactique au service du débutant, ce sont les adolescents qui commencent, les adultes qui commencent, les jeunes joueurs ici du groupe Minibad, et en fait tous les joueurs qui se trouvent dans les 4 premières étapes connatives. Mais on peut aussi trouver peut-être des joueurs récréants avec des nouvelles envies, des attentes, des ambitions. Tout simplement, par exemple, il y a une équipe d'interclub qui s'est formée avec des amis, il se prête à la compétition, ça faisait des années qu'il était dans le club. Voilà, il a peut-être d'autres attentes et il se dit, en fait, j'aimerais bien progresser dans certains domaines. Et vous allez comprendre avec la dia suivante pourquoi j'en arrive là. On se retrouve face à un processus de fidélisation pour les premières catégories de public et un public déjà fidélisé. Et c'est là que c'est important parce que ça va définir l'objectif fondamental de notre approche, de leur proposer des exercices qui vont répondre à l'objectif de la fidélisation. Mais c'est quoi la fidélisation? C'est le choix fait par l'adhérent en fonction de sa propre évaluation de son expérience vécue en club. Mais le moniteur, s'il y a un encadrement, il a une place importante dans ce processus, car il a de quoi mettre en confiance les adhérents, il peut transmettre sa passion pour le badminton, il permet également l'amusement, prendre du plaisir et de partager avec des amis des nouvelles connaissances. Alors j'en reviens à, ok, fidéliser c'est une chose, mais au départ de ça, on va pour une pratique de l'activité physique sportive qui est le badminton pour nous. Alors ça, c'est basé sur une étude en psychologie sportive aux États-Unis. C'est les 5 raisons principales pourquoi des jeunes gens ou même des adultes. Est-ce que vous avez le visu ou pas? Ah. Jean-François, tu le trouves peut-être en petit quelque part sur ton écran, il suffit de cliquer dessus. Donc je reviens. Donc les 5 raisons pour lesquelles on commence l'activité et on la poursuit peut-être tout au long de sa vie, peu importe le niveau, que ce soit compétiteur, élite ou même récréant, juste pour pratiquer le sport par exemple. La 3e raison, améliorer sa condition physique. Mais ici, je ressors plusieurs éléments qui vont définir l'objectif que l'on va poursuivre avec ce public débutant. Donc, qu'est-ce que l'on va viser avec ces débutants? On va faire en sorte, dans un premier lieu, qu'ils s'amusent et qu'ils prennent du plaisir à l'activité. Mais également, on va faire en sorte, si ça les intéresse, en général c'est le cas, qu'ils apprennent quelque chose et qu'ils s'améliorent dans ce qu'ils ont envie de s'améliorer. Et pourquoi pas, tout ça dans un but de relever des défis compétitifs, que ce soit en match amical lors des séances libres en club ou alors au niveau des interclubs ou des tournois. Voilà, je passe aux éléments théoriques. Alors, comme je vous l'ai dit, on a établi les objectifs principaux ici. S'amuser, prendre du plaisir, apprendre, s'améliorer et relever des défis. Ici, on a les éléments théoriques. Quels sont nos moyens pour y arriver? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que ces débutants atteignent ces objectifs-là? Les moyens vont amener des actions. Les actions, on va adapter notre contenu
on va individualiser, motiver, guider le pratiquant débutant et placer l'apprenant au centre de son apprentissage. Pour ça, il y a des moyens, comme ça je vais en parler, les étapes d'apprentissage, définir des objectifs, je ne l'ai pas développé ici, mais évidemment les objectifs, ça permet d'avoir un but, si cet objectif est atteignable pour la personne, et de pouvoir avoir un retour positif sur son expérience et de viser d'autres objectifs. Alors, la délicieuse incertitude, eh bien, en fait, c'est une zone dans laquelle on n'est ni en ennui, ni en anxiété, inquiétude, parce que l'exercice est beaucoup trop difficile. Donc, je n'y arrive pas, je suis ici. C'est beaucoup trop facile, je suis ici. Il faut essayer d'arriver à taper au milieu de ces zones-là, dans laquelle on prend du plaisir à la pratique. On estime à 70-80% de la réussite de la tâche que l'on a proposée. Un autre outil, ce sont les étapes de l'apprentissage. L'étape d'apprentissage d'une habilité motrice, telle qu'elle soit fondamentale ou spécifique. Spécifique, ça peut être la technique de frappe du fond, par exemple. Eh bien, on identifie 3 stades principaux avec des comportements observables. Donc, le premier stade, c'est cognitif. Faute fréquente. Exemple, j'apprends à dégager loin et jouer court au filet, clear et drop. C'est compliqué d'identifier chaque frappe au début. On est imprécis. L'exécution est lente. Donc, on y arrive peut-être si on est à l'arrêt, on n'est pas en mouvement. On est inefficace, on manque de précision. Et évidemment, peu de confiance. Exemple, dans cette étape, j'apprends le drop. En match, je suis incapable de le placer. On va se concentrer sur cette étape. L'associatif, c'est une étape durant laquelle on va développer cette habilité spécifique. Alors, j'ai parlé de technique, mais évidemment, au niveau tactique, c'est la même chose. Si on dit à un enfant, joue dans le point faible de ton adversaire, c'est quoi un point faible? C'est comment est-ce que j'y arrive? Pourquoi je dois relever la tête quand je joue? Je ne savais pas que je vais regarder si mon adversaire était gaucher ou droitier. C'est un fait important, ça, parce qu'on se rend compte que les enfants, ils ne savent même pas dire au début si leur adversaire était gaucher ou droitier. Donc, c'est bien la preuve que dans les phases d'apprentissage, on peut évidemment mettre la tactique identifier le développement de la tactique dans les différents stades qui sont présentés ici. Au niveau cognitif, et au-delà du comportement observable du joueur, il y a certains éléments qu'il faut retenir pour cette présentation et par la suite. C'est que l'évolution de cette étape cognitive, la première, c'est l'évolution de l'image que se fait le joueur du modèle. Le modèle, c'est un modèle technique, c'est ce qu'on essaye d'atteindre. Alors, je parlais du clear et du drop. Si l'enfant ne visualise pas, ou le débutant ne visualise pas la technique de base, donc préparation, armement, s'il ne visualise pas toutes ces différentes étapes, comment voulez-vous qu'il arrive à effectuer ce geste? Comment voulez-vous qu'il arrive à progresser vers le modèle? C'est là que le moniteur intervient. On doit identifier où il en est dans la conception de ce modèle, de l'image de ce modèle. Est-ce que l'image est floue, voire pire, est-ce qu'elle est incorrecte? On doit adapter ses ressources à l'individu. Donc, est-ce qu'il a besoin que je lui parle, que je lui explique que le coude est mal placé, etc. Ou est-ce qu'il a besoin que je lui montre cette frappe-là? On peut utiliser aussi des modèles photo ou vidéo. On peut également placer l'enfant, j'ai mis l'enfant, mais c'est aussi le débutant, dans une situation d'observation et d'évaluation du joueur. 2 secondes. Ouais. Donc, l'imagerie fait partie de ce développement-là, de cette étape-là. Donc, au niveau du rôle à jouer, c'est par exemple un match 1 contre 1 et le saut de départ, le split step, a été introduit techniquement et il faut que, donc ils sont en première phase cognitive, il y a un troisième joueur qui a le rôle d'arbitre mais technique.
Donc, il ne compte pas les points, mais il observe les pieds d'un des joueurs. Et à chaque fois que le joueur, par exemple, n'effectue pas un speed step, il perd une vie. Ça met ce joueur, cet arbitre, dans l'observation de quelqu'un d'autre, mais sur base du modèle qu'il a. Donc, ça veut dire que son évaluation, techniquement, elle sera bonne si il a une bonne image du modèle, ou elle sera complètement faussée s'il fait jamais sauter une vie lorsque le joueur observé n'effectue pas le speed step. Ça vous permet en tant que moniteur d'évaluer où il en est, où est ce joueur dans la conception de cette image. On adapte l'objectif de la tâche proposée, on individualise si nécessaire l'objectif, et on adapte le contexte dans lequel est placé le joueur. Ça, je vais développer par la suite. Alors, ici, je vous propose un modèle de création d'exercice, on va dire, dans une situation tactique. Donc, je suis au niveau débutant. Quels sont les prérequis? Tout ça va être développé en pratique dans la dernière étape. Quels sont les prérequis nécessaires pour introduire, par exemple, l'utilisation de l'espace avant-arrière, donc les frappes courtes, les frappes longues? Quels sont les objectifs fixés pour y arriver? Ensuite, on va mettre les joueurs dans un jeu. On va les mettre, pardon, en situation ludique, donc sous forme de jeu dans un contexte tactique, où on adapte le cadre, on adapte la tâche. Il y a un feedback qui est omniprésent et on va utiliser l'auto-évaluation également. Alors, au niveau du stade cognitif, on ne peut pas leur dire, voilà, vous avez compris, clear, drop, on fait un clear quand le joueur est proche, comme ça on le met sous pression au fond, etc. L'enfant, il n'en est pas là, ou le joueur, pardon. Donc, il va falloir utiliser des astuces qui permettent une réflexion par rapport à ce qui est mis comme cadre et aux objectifs que vous fixez. Tout sera développé dans la dernière partie. Ensuite, l'étape suivante, donc là, c'est en gros une discussion et des mises en situation où l'enfant doit réfléchir. Et ensuite, on a développement spécifique, soit du drill technique, soit du déplacement, soit une routine dans un contexte tactique. De nouveau, ici, le sujet, c'est la tactique. On va développer la routine dans un contexte tactique. En exemple, drill technique, drill de déplacement, ça ne fait pas partie du contenu ici. Et ensuite, vous choisissez. Soit après le développement spécifique, vous estimez qu'une consolidation ou en tout cas auto-évaluation pour je remets les enfants dans le jeu ou je leur redemande de faire une auto-évaluation d'eux-mêmes. Ça permettra de mettre en avant les progrès réalisés, donc on touche la confiance en soi, on touche la motivation des joueurs, positif, ou alors simplement on se dit, voilà, ici je ne suis pas arrivé là où je voulais, donc je consolide en repassant par le jeu pour une reprise de conscience et on continue à développer ce stade cognitif. Ou alors vous allez vers une nouvelle tâche, vers un nouveau contexte tactique, l'étape suivante. Pourquoi? Parce que pour motiver les joueurs, il est intéressant, important de diversifier les tâches. Ne restez pas 6 mois sur clear drop. Un autre élément, un autre moyen, c'est l'environnement tactique et évolutif. Cela permet d'adapter et d'individualiser. On adapte l'environnement afin d'atteindre la délicieuse incertitude de 70-80% de réussite, de permettre le développement cognitif. Oui, on ne va pas les mettre dans une situation où l'enfant ne visualise pas bien la frappe technique et c'est un prérequis pour l'exercice. S'il ne la visualise pas bien, on ne peut pas mettre l'enfant dans une situation où le prérequis n'est pas atteint ou en partie atteint. Individualiser, en fait, le contexte tactique permet d'identifier différents niveaux qui sont des variantes dans ce que je vais proposer par la suite, ce qui permet à une majorité de joueurs d'atteindre la délicieuse incertitude. Oui, si le joueur est beaucoup trop
en avance par rapport au reste du groupe, ben, vous allez adapter et mettre beaucoup plus de contraintes dans les jeux dans lesquels il va être placé. Mais à l'inverse, un joueur qui a un peu plus de mal, ben, vous n'allez pas l'isoler et dire, bah, écoute, je joue contre le mur ou je joue contre le deuxième moins fort du groupe. Il faut varier les adversités. Eh bien, ce joueur va peut-être diminuer les contraintes de jeu, les contraintes tactiques. Et ça permet également d'opposer deux joueurs avec un niveau différent, sans dévaloriser le moins fort. C'est un peu ce que je viens de dire. Alors, l'environnement tactique, il y a différents facteurs, ça vous connaissez, j'ai déjà présenté. Donc, on va aller vers un exercice simple et de plus en plus complexe. On va aller vers quelque chose de prévisible vers l'imprévisible, quelque chose de lent vers le rapide. Lent et rapide, on ne va pas trop en parler ici, parce que c'est intéressant au niveau du développement d'une technique, du drill technique, du drill de déplacement. Et dans un jeu tactique, c'est plus vers du 2 contre 1. Où là, en 1 contre 1, ben, ce n'est pas suffisamment rapide pour continuer le développement de ce joueur. Ben, on va lui mettre 2 adversaires pour que le jeu soit accéléré. Dernier moyen, donc dernier élément de cette partie théorique, c'est l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, elle n'est jamais ratée. Pourquoi? Un enfant va peut-être s'estimer, bah ouais, moi je sers super bien. Et c'est pas le cas. Mais c'est pas grave parce que vous, de votre côté, vous identifiez l'image qu'il peut avoir du bon service. Donc il va falloir revenir sur un travail de son image vers le modèle. Tout ça, c'est seulement possible si vous sensibilisez les joueurs à cette auto-évaluation. Quelques erreurs à ne pas commettre, exemple, c'est partager dans le groupe les auto-évaluations. L'auto-évaluation doit rester personnelle. Rapidement, donc si vous en faites une, la première que vous faites avec votre groupe, essayez d'en faire une seconde rapidement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le score final de l'auto-évaluation qui compte, mais la progression de cette auto-évaluation. Et c'est à vous à intervenir, à sensibiliser le joueur sur la progression et non le score atteint. Ça permet de mettre en avant le progrès, source de confiance en soi et donc de motivation. Alors, quand vous allez recevoir sous forme PDF la présentation, vous pourrez cliquer et arriver à une évaluation individuelle destinée aux débutants. Vous pourrez bien sûr l'utiliser dans votre club, mais envoyez-moi un petit mail avant pour que je vous donne tout le contenu et que vous puissiez l'utiliser pour vous et que je ne reçoive pas les résultats. Alors, la dernière partie en pratique. Je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, le contenu de la présentation est complet. Ça va? Donc, vous allez pouvoir utiliser, c'est comme si vous aviez des fiches à utiliser en club par la suite. Je vous présente 3 situations d'évolution. Utilisation de l'espace avant-arrière, on va rester sur demi-terrain. Utilisation de l'espace latéral, où on va pouvoir inviter les joueurs à croiser. Et le dernier point qui est présenté, c'est jouer dans le point faible de l'adversaire. En l'occurrence, ici, j'ai pris le revers, mais ça pourrait très bien être autre chose. Ensuite, je vous présente les autres pistes, où on va assez loin. Alors, tout est en lien, et permettez-moi 2 secondes avant de retrouver. Tout est en lien avec ceci. Donc, les différentes étapes qui sont identifiées. Pour chaque contexte tactique, chaque présentation, j'ai identifié l'étape. Attention que ce n'est pas l'étape à laquelle correspond l'exercice, parce que l'exercice, le premier par exemple, pourrait très bien être utilisé dans l'étape 1, mais également l'étape 2, mais ça dépend de ce que vous voulez faire avec cette étape. Si vous êtes en fin d'étape 1, où les joueurs ont de moins en moins peur de ce volant et veulent absolument s'en débarrasser, ils commencent à prendre le temps à chercher d'autres trajectoires, eh ben, on est aux portes de l'étape 2 et c'est peut-être là, à ce moment-là, que c'est intéressant de proposer des exercices où il va directement commencer l'étape 2 avec des bonnes bases tactiques.
Donc, on n'est pas obligé d'être dans l'étape 2 pour déjà proposer quelque chose qui dirige le jeu. Ça, c'est important. On n'est pas obligé d'être dans l'étape 4 où on va faire un smash and go, par exemple, où on va mettre une situation où le joueur va faire une frappe et va devoir anticiper la frappe suivante. On n'est pas obligé d'être là, on peut être très bien dans l'étape 2, on prépare l'avenir. Ça va? Je reviens à la dia où j'étais arrivé. C'est parti. Alors, exercice 1, je vous ai mis un petit schéma pour faciliter la lecture. Donc, lift, clear, clear, drop et libre. Donc, on est dans une situation où le premier exercice, je reviens dans ma boucle, c'est important pour l'introduction, d'accord? Donc, nouvelle situation. Donc, je vais travailler une situation tactique avec les joueurs. On pourrait très bien penser qu'on va devoir faire des exercices de répétition ou même des routines dans un contexte tactique. Ben non, la première étape, c'est la mise en situation des joueurs dans un cadre adapté, dans une tâche adaptée, afin d'avoir un contenu pour une discussion basée sur leur réflexion, pour les amener à développer cette réflexion et sortir rapidement de cette première phase du stade cognitif de l'apprentissage. Je répète les termes, c'est fait exprès. Donc ici, en fait, on fait des échanges longs jusqu'à ce que le receveur, pas le recevoir, donc le joueur B ici, c'est A qui sert. Le joueur B joue un drop. C'est quand il veut. Ensuite, c'est libre et sans smash. Dans quelle étape on se trouve? Ben, on est dans l'étape 1 où les joueurs se contentent de renvoyer le volant parce qu'ils en ont peur. Contexte tactique, on a introduit l'utilisation de l'espace avant-arrière par le fond, par la frappe du fond. Pourquoi? Parce que le point fixe est au fond. À un moment donné, il peut choisir une frappe libre, le drop. Et ensuite, c'est jeu libre. Quel est votre objectif à vous? Ben, il y a un petit travail de technique de frappe du fond. Une sortie de coin après la frappe. Évidemment, celui qui poirote au fond, ben, s'il reçoit un drop, il n'y sera jamais. Tactiquement, on exploite l'espace avant-arrière. Pour arriver à ces objectifs-là, il faut des prérequis au niveau des joueurs. Donc, il faut un service haut, pas spécialement haut et loin et très bon. Un service haut vers le fond de terrain peut suffire. Un déplacement lors d'une frappe prévisible. Ben oui, ils sont en clear-clear et le receveur sait que c'est tout le temps long. Donc, il faut peut-être un petit déplacement vers le fond pour être bien mis et jouer son drop. Notion de centre de jeu introduit. Donc, oui, après ta frappe, il faut couvrir un espace. Technique de fond, drop et clear introduit. Geste de lancer, l'intention de frapper fort, l'intention de frapper soft, le volant. Alors, on est au stade cognitif. Et là, les objectifs que vous allez viser pour sortir de ce stade, donc je vais les lire, c'est une prise de conscience. C'est souvent une prise de conscience ici, hein, pour le stade cognitif, de la position du joueur avant la frappe et de son influence sur le choix de frappe. Je m'explique. Si le joueur est en retard et en déséquilibre au fond, est-ce que le drop est une bonne solution? Peut-être pas. Il vaut mieux peut-être dégager. Deuxième point, une prise de conscience de la position de l'adversaire au moment de la frappe. Bah ouais, si je n'ai pas déplacé mon adversaire totalement dans le fond de terrain, si ma frappe précédente n'atteignait pas le fond, est-ce que c'est intéressant pour moi de jouer un drop? Prise de conscience de l'importance de la bonne gestuelle. Bah oui. Si je ne cache pas bien mon clear et mon drop, donc ceux qui ont été en formation avec moi, j'aime bien montrer le clear, on est là, on est derrière, on montre qu'on frappe très fort. Et pour le drop, on est là comme si on avait une fléchette en main et on essaye d'aller toucher le volant. Donc là, la gestuelle, elle indique à mon adversaire ce que je vais faire comme frappe. Est-ce que la gestuelle, le niveau de ma gestuelle est suffisant pour pouvoir utiliser l'espace avant-arrière? L'importance de la bonne gestuelle. Prise de conscience de l'importance d'un bon déplacement.
Alors ça, c'est très très important, les objectifs au pluriel visés dans le développement du stade cognitif, parce que ça va influencer votre intervention en tant que moniteur. L'intervention. Intervention au niveau de l'introduction de l'exercice. Attention les petits gars, il y a avantage au receveur. Il sait que le volant ira toujours dans le fond de terrain. Donc, je ne vais pas dire qu'il doit rester en place, mais qu'il ne se mette pas bêtement en difficulté avec un retour jusqu'au centre à chaque fois. Il sait que le volant va aller au fond. Y a-t-il un meilleur moment pour jouer le drop? Lien avec prise de conscience de sa position avant la frappe. Y a-t-il un meilleur moment pour jouer le drop? Lien avec la prise de conscience de la position de l'adversaire. Évidemment, la deuxième question, c'est quand est-ce que c'est le mauvais moment? C'est une question à l'opposé, mais je vous rappelle qu'ils sont dans la découverte de ce contexte tactique, de cet objectif tactique. Donc, c'est quand même pas mal de pouvoir dire, ben voilà, ça c'est blanc et ça c'est noir. Je lis le travail physique est assez difficile, ils commettent beaucoup de fautes dans les schémas. Ouais, donc on est ça en lien avec le stade cognitif, Robert, où ils font des fautes. Cela dit, je pense qu'il faut regarder les prérequis, service haut, blablabla. Et ici, on est dans un échange long. Donc, ouais, ils font des fautes dans les clears, mais je pense qu'il faut aussi les sensibiliser sur ce que ça implique une faute en disant, ben voilà, faute, c'est fin du jeu. Est-ce que ça vous amuse? Je vous mets dans une situation de jeu, et vous en profitez pas bien. Pas pleinement, pardon, pas bien. Alors, je vous avais parlé qu'il y avait moyen d'adapter en fonction du niveau du jeu et d'individualiser. Pour ça, on va utiliser des variantes. Donc là, c'est le squelette de notre exercice. Et donc là, Robert, c'est peut-être un outil que l'on peut utiliser pour répondre à ces questions de faute. Alors, au niveau des variantes, on va identifier des niveaux. Niveau 0. On pourrait identifier le niveau -1. Ça va? Je ne l'ai pas fait ici, mais on peut dire que, par exemple, le niveau 0, il est là, et le niveau -1, il est ici. C'est en fonction des acquis, de ce que savent faire les joueurs que vous encadrez. Le niveau 0, ici, c'est le serveur sert 5 fois d'affilée, et ensuite, on change les rôles. Ça veut dire que c'est toujours le même joueur qui va recevoir, c'est toujours le même joueur qui est dans une situation avantageuse. C'est-à-dire que le joueur va pouvoir se corriger tout de suite. Ah, il a fait un drop au mauvais moment, à condition qu'il y ait un moniteur derrière qui donne un feedback, même général, hein, c'est pas grave, hein, ou individualisé, mais un maximum de feedback pour que les joueurs se rendent compte de ce qu'ils font et pour les aider dans le développement de l'apprentissage cognitif. Ça permet aussi de pouvoir éviter que ce soit le même joueur qui sert tout le temps et que les rôles ne soient pas changés. Parce que là, je mets l'accent sur le joueur qui est au fond de terrain et qui a le choix tactique de la frappe, très bien. Mais dans le déplacement, c'est aussi important d'avoir ce contexte tactique. Celui qui sert le volant, au niveau de son déplacement, s'il reçoit un très bon clear, qu'il est poussé dans le fond, s'il revient en marchant et aussi lentement que à la suite d'une frappe plus courte, est-ce qu'il va être bien mis pour être sur le drop? Peut-être une intervention, un feedback à faire. Tiens, tu étais complètement dépassé, tu as frappé le plus fort que tu pouvais, tu t'es dégagé au mieux que tu peux, mais après, il y a les jambes qui peuvent encore récupérer la difficulté dans laquelle tu étais. Donc, les deux joueurs doivent rencontrer les différents rôles dans cette situation tactique. Le dominé et le dominant. Le dominé, ici, c'est celui qui n'a pas le choix. Le dominant, c'est celui qui a l'avantage de choix de frappe. Donc, il faut absolument qu'il y ait un même nombre de services. Donc là, on est déjà au niveau +1, où le vainqueur de l'échange sert. Alors là, on est au niveau +2 et +3. Je rappelle que mon exercice de base, c'est long, et quand tu veux, tu joues court, jeu libre. C'est quand même très simple. Parenthèse, je pense qu'on pourrait donner cet exercice-là à des adultes C1 sur demi-terrain en échauffement, sans souci. Évidemment, en mettant le focus peut-être sur la technique de déplacement, technique de frappe du fond ou le choix de frappe,
ou le rythme, peu importe, ça dépend de ce que vous avez donné dans la séance précédente. Alors, au niveau des points bonus, ben, ça permet de développer encore le contexte dans lequel on place les joueurs. C'est un réel atout, les points bonus, parce que ça permet au moniteur de pouvoir mettre des focus, mettre en évidence certains éléments. Je vais expliquer ici. Donc, point bonus, situation A. Si le point est marqué sur le drop, exemple, plus 3 points. Donc, ça veut dire service, celui qui a le choix. Ben, s'il marque sur un drop, ça veut dire que 1, il est récompensé parce qu'il a fait un bon drop au bon moment. Donc là, on est en pleine prise de conscience des éléments ici. Est-ce que c'est le bon choix de frappe? Est-ce que j'étais bien mis? Prise de conscience de la position de l'adversaire. J'ai fait un bon clear juste avant. J'ai senti qu'il revenait lentement. Je joue court, point bonus. Je suis récompensé. Je continue à évoluer. Je lis en même temps les remarques. Ouais. Ensuite, bon, on va augmenter les points bonus et on va encore développer ces joueurs. Marquer le point sur le drop, c'est une chose. Mais imaginons marquer le point, un point bonus, si le volant touche le sol, c'est possible comment? Avec une bonne gestuelle technique. Avec, je montre un clear, au dernier moment, je fais un drop. C'est-à-dire que la préparation et l'armement sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que le joueur est prêt à voler du temps à son adversaire. Dans les dernières étapes du développement chez les débutants au niveau tactique. On vole du temps à son adversaire parce que techniquement, on a une bonne gestuelle. Point C, pendant l'échange, si un joueur met le volant au sol dans la zone cible, dans les zones cibles, voilà, c'est tout. Donc, point bonus, si par exemple, premier niveau, on arrive dans la zone, on voit que les zones en jaune sont vraiment importantes. En général, on fait l'erreur de désigner au tout début, au niveau débutant, la zone seulement du couloir arrière et la zone devant la ligne de service. Je vous invite à essayer de faire un drop qui tourne devant la ligne de service. D'accord? Mais au niveau débutant, la zone de jeu, elle se trouve où? Elle est axiale et centrale. Donc, si on les met déjà dans une situation où ils essayent d'exploiter un peu plus hors de cette zone-là, et ici, dans l'exemple, j'aurais pu exagérer et laisser vraiment une toute petite bande de jeu central. Ce qui aurait permis de mettre les joueurs dans cette délicieuse incertitude où il y a quand même 70%, 80% de la réussite. Ça va? Ben voilà, ici, on a le niveau suivant où ben la zone avant, je l'ai laissée aussi grande. La zone arrière, je commence à la diminuer. Après avoir fait tout ce travail et d'avoir été derrière les joueurs avec un feedback continu, eh bien, on vient à une séance réflexive autour de ces règles de zone bonus. Pourquoi? Qu'est-ce que cela change dans vos frappes? Vous placez-vous mieux? Est-ce que le joueur qui doit défendre ses zones, il fait un peu plus attention au déplacement par rapport au niveau 0, au niveau plus 1? Est-ce que dans le jeu, au niveau 0 et niveau plus 1, ils faisaient juste attention à bien faire un clear et un drop et après ils abandonnaient, essayer de jouer dans cette composante tactique espace avant-arrière? Peut-être qu'ici, on va se retrouver avec des joueurs qui anticipent le drop et qui vont essayer de voler du temps au filet. Donc là, on est déjà pas mal avancé dans ce stade cognitif d'apprentissage tactique. Bon, là, on était dans les variantes. Alors, dans mon cercle, rappelez-vous, on avait le développement après des habilités spécifiques où on faisait soit du drill technique, soit du drill de déplacement, ou alors des routines dans un contexte tactique. Alors, rappel des facteurs, c'était les 3 flèches, les 3 grosses flèches. Ben, comment on peut influencer un contexte tactique? Ben, on peut proposer un exercice qui va du simple vers le complexe. Simple vers complexe, on est en plein dedans ici. C'est assez simple au début, là, puis au fur et à mesure, c'est de plus en plus complexe avec des nouvelles contraintes. Complexe, c'est aussi la dimension que prend le jeu. C'est pas parce qu'on reste sur demi-terrain en long, libre, court, libre, pardon,
qu'il faut augmenter avec 3 frappes en plus, etc. Non, sinon on va aller dans un jeu où il y a encore des fautes. Les zones de jeu, je viens de l'expliquer. La vitesse, c'est une parenthèse, mais je la note quand même. Et du prévisible à imprévisible. Exactement ce qu'on a fait ici. On avait 1 degré de liberté. Là, c'est imprévisible à un moment donné. Donc, exemple de routing dans un contexte tactique. Lift, clear, drop, block, lift. Donc ici, sur le schéma, un lift, clear, drop, block, et on reste dans un schéma fermé. C'est, excusez-moi du terme, mais c'est super chiant pour les joueurs. C'est utile, mais comme c'est chiant, on va essayer de ne pas les laisser trop longtemps. Exemple, plus de 20 minutes sur ce genre d'exercice, 10 minutes à gauche, 10 minutes à droite, etc., etc. Par contre, c'est intéressant pour appliquer certains éléments qui ont un lien direct avec la tactique. Qu'est-ce qui a un lien direct avec la situation tactique? Ben, tous les éléments, technique de frappe, technique de déplacement. C'est quand même intéressant de, par exemple, parler du déplacement ici, les mettre dans une situation où, par exemple, ils doivent revenir vers un plot et adapter leur déplacement, même s'ils savent où va aller le volant. Routine fermée. Niveau B, ici, lift, clear, drop, block, block. Ben, ça reste une routine fermée avec changement des rôles. Ben oui, le joueur A, je vais vite, mais c'est pas grave. Donc, lift, clear, drop, B joue un bloc. Tantôt, pardon, dans l'exercice A devait jouer d'office le lift. Ici, il doit jouer bloc. Donc, ça veut dire que c'est le joueur B qui est en lift. Et là, on change les rôles. Ces 2 routines fermées, c'est pour préparer cet exercice-ci. Et là, par contre, celui-là, on peut rester un peu plus longtemps que 2 minutes. Ici, ce sont vos 2 squelettes. Une fois qu'ils sont implémentés sur le terrain, eh ben, on peut dire choix entre A et B. Donc, on est dans une routine fermée avec 1 degré de liberté. Vous me suivez? Donc, on est dans la routine où lift, clear, drop, et j'ai le choix, soit je bloque, soit je joue un lift. Idem C, donc précédent, où on avait le choix, 1 degré de liberté, sauf qu'une fois qu'on choisit de jouer un bloc, c'est jeu libre sans smash. Donc on revient à peu près à la première présentation. L'exercice 2, il ressemble fort à l'exercice 1, sauf que le contexte tactique ici, c'est l'introduction de l'utilisation de l'espace avant-arrière par le filet. Alors, comme je vous l'ai dit, la présentation elle est complète. Donc, je vais ici aller dans la différence par rapport à l'exercice 1. Ben, au niveau des objectifs, donc, je vois l'exercice, c'est service court, bloc, 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 puis lift. Ah, vous avez compris, hein. Le premier exercice, au niveau de la difficulté, il est beaucoup plus accessible que celui-ci. Pourquoi? Parce que les échanges au filet en jeu court, ben, le volant va beaucoup plus vite de l'autre côté. Donc, ça veut dire que le placement après la frappe, j'ai pas beaucoup de temps, je vais frapper. Si je reçois le lift, donc la frappe bleue, qui est toujours la frappe optionnelle, la frappe bleue qui sort vers le jeu libre, B joue la frappe bleue, le joueur A doit reculer et il sera plus en difficulté que quand B avait le choix entre jouer drop ou clear. Ça, c'est assez complexe. Sortie de camp après la frappe, toujours la même chose. Exploiter l'espace avant-arrière depuis le filet. Alors, au niveau du stade cognitif, c'est la même chose, les mêmes approches. Intervention du moniteur, avantage au receveur, car il sait que le volant ira toujours court au filet. Alors, au niveau des prérequis, je vous avais dit, je viens de vous le dire, le niveau de l'exercice est quand même un niveau au-dessus. Donc, au niveau des prérequis, on va avoir service court. Wow, facile. Déplacement lors d'une frappe prévisible, toujours la même chose. Notion de jeu, de centre du jeu introduit, toujours le même niveau. Par contre, là, on est dans un niveau de replacement après la frappe plus. Technique au filet, c'est drop et net drop introduit. Bloc et lift introduit. Je corrigerai avant de vous l'envoyer. Si vous avez des questions, vous pouvez peut-être les noter ou me les envoyer.
Ouais, et donc la routine, elle est motivante, mais le problème, c'est que la routine fermée, elle est lassante. Donc, il n'y a pas de variation dans la tâche qui est proposée aux enfants. On se lasse et ils sont pas dans un. Vous n'avez pas la possibilité de mettre un jeu, ouais, en comptant les fautes, etc. Mais un débutant qui apprend à développer sa technique du fond, clear, drop, s'il commence à mettre des drops un peu surprise au sol, oui, Alexis, toujours sur demi-terrain. L'exercice 3, ici, on va ouvrir latéralement. Donc, si l'enfant a la possibilité de bien utiliser le drop, etc., ben, voilà, au niveau de l'accomplissement, on a un autre niveau que de rester dans une routine 2 fois long, 1 fois court, par exemple. Donc ici, exercice 3, c'est l'introduction de la frappe croisée. J'explique d'abord l'exercice, introduction. Donc 1, c'est lift. La flèche va dans l'autre sens. Sorry. Non, pardon, ici. Donc on est en 1, lift. 2, clear. 3, drop. Ici, donc le 3, c'est la flèche verte ici. 4, je bloque. Ça, c'est ma routine. C'est l'échange fermé. Quand A décide, au lieu de faire un lift, il peut jouer un bloc croisé. Une fois qu'il fait le bloc croisé, on change de demi-terrain. Ça va? Donc dans le déplacement, B vient de faire le bloc au filet, il vient de faire la frappe 4. Soit il doit couvrir le terrain du fond ici, soit couvrir le coin croisé ici. Donc allons voir au niveau des prérequis ce qui se passe. Utilisation de l'espace avant-arrière sur demi-terrain, frappe et déplacement. Ça correspond aux exercices 1 et 2 présentés juste avant. Déplacement lors d'une frappe prévisible, ce sera nécessaire, et à un autre niveau que le 1 et 2. Notion de centre de jeu sur terrain complet ici. Il est introduit. Replacement après la frappe, plus. Donc B, il va avoir quoi comme coin à couvrir? Il vient du coin ici au filet, on va dire que c'est son coup droit. Soit il recule en arrière, soit il va dans l'autre coin au filet. Attention que c'est 2 coins adjacents. On n'est pas encore dans la diagonale. C'est la variante. Objectif ici. Technique de frappe croisée au filet. Sortie de coin après la frappe pour couvrir 3 coins. 1, 2. Le troisième, j'avais préparé. Tactiquement, c'est exploiter l'espace avant-arrière profondeur plus l'espace latéral. Je le corrigerai. Objectif visant le développement du stade cognitif. De nouveau, prise de conscience de la position de mon adversaire au moment de frapper et de son influence sur le choix de la frappe. Exemple, si B touche le volant 4 et recule très fort par là, bah, peut-être que le joueur A qui a le choix, tiens, ouais, je sens qu'il y a un coin du terrain qui est délaissé, je vais pouvoir jouer de l'autre côté. Tiens, c'est exactement le comportement observable dans l'étape 2 connotative de mon tableau, diriger le jeu. Donc ça veut dire jouer là où n'est pas mon adversaire. Là, on peut dire que dans l'exercice 3, on est au début de l'étape 2, voir la consolidation. Prise de la conscience d'une bonne gestuelle, d'un bon déplacement et du centre couvert. Intervention du moniteur, c'est toujours la même chose. Donc introduction, avantage au serveur qui décide quand sortir de la routine. Donc c'est service au joueur A, il choisit quand il sort de la routine droite pour imposer un déplacement à B. Variante dans l'exercice 3. Lift clear. Donc 1 lift, 2 clear, 3 clear, 4 drop, joueur B. Et on a le choix. Soit on reste dans la routine, sur le drop, soit on fait le bloc croisé. Donc comparé à tantôt, le joueur B jouait une frappe depuis le filet, ou son adversaire, joueur A, pouvait choisir de croiser. Là, c'est une frappe qui vient du fond. Donc c'est sur le drop de son adversaire. C'est sur le drop ici, donc la frappe 4 en rouge, que le joueur choisit soit de le laisser B dans le même coin, soit de le faire bouger dans la diagonale.
Alors là, au niveau de la variante, on est au niveau +1 par rapport au niveau précédent. Pourquoi? Parce qu'il y a la difficulté de la diagonale à couvrir par B. La diagonale qui est la distance la plus longue possible sur le terrain à couvrir. Ça, c'est important dans votre intervention. Dans votre intervention au niveau du développement cognitif du joueur. Je m'explique. En situation de simple, si je mets mon adversaire dans un coin et que je sens qu'il est resté dans le coin, peut-être lui imposer la diagonale. C'est quand même pas mal au niveau débutant pour en arriver là. Introduction du rythme de déplacement avec la diagonale à savoir couvrir. Ça va? Oui, Robert. Donc, ça va être présenté dans les dias suivantes. Exercice 4. Dernier exercice présenté. Encore 10 petites minutes. Jouer dans le point faible de l'adversaire. Ici, le revers. C'est simple. Enfin, c'est simple. C'est le premier point faible que l'on va viser au niveau débutant. Alors, je vous ai dit, c'est un exercice qui peut se retrouver dans plusieurs étapes connatives. Donc, diriger le jeu. Je joue là où mon adversaire ne se trouve pas sur le terrain. Placer un coup gagnant. C'est j'estime que mon smash, ma contre-amortie au filet, je vais gagner le point avec ça. Ça peut très bien être joué dans le revers. Ou jouer un smash après le revers. Étape 4, enchaîner. Bah ouais. Si j'arrive à jouer dans le revers de mon adversaire, c'est peut-être pour recevoir un volant plus facile. Donc là, on correspond à l'entrée dans l'étape 4, enchaîner. Mais que l'on peut très bien introduire au niveau de l'étape 2 du joueur. C'est pas un problème. Je vous ai remis un petit peu en rappel ici le cycle. Je ne l'explique plus. Contexte, point de départ. Les joueurs commencent à ouvrir le jeu. Donc, conatif 2, dirigé, on est déjà pas mal là, au niveau de l'utilisation de l'espace. Il semble encore limité au niveau de la précision. C'est sans doute lié à leur niveau d'apprentissage des techniques de frappe. On distingue de plus en plus les deux frappes différentes depuis le filet, bloc et lift, et les deux frappes du fond, clear et drop. C'est pas encore suffisamment précis, mais au moins ça commence à faire bouger leur adversaire. Par contre, qu'est-ce qu'on identifie là? Il n'y a aucune stratégie qui semble être mise en place. C'est quoi une stratégie? C'est de faire une frappe pour se mettre dans une situation de pouvoir anticiper. Stratégie de base ici. C'est quoi l'objectif qui est visé dans ce type d'exercice que je vais présenter? Voilà, là c'est la cible. En plein dedans, développement cognitif, prise de conscience de la possibilité de construction, donc d'une stratégie. Accompagner progressivement les joueurs dans leur réflexion. Présenter le badminton comme ce qu'il est, un jeu d'échecs grandeur nature. Comment en arriver là? Comment pouvoir viser ces objectifs-là avec son groupe? Alors, ce schéma-là schématise toute l'approche qui est faite. Donc, le fil rouge, j'ai des outils. Dans les outils, il y a le modèle que je connais. Comment j'arrive à décortiquer pour proposer aux joueurs un environnement adapté en fonction de leurs acquis. Comment leur proposer un environnement adapté pour qu'ils touchent 70 à 80% de réussite dans la tâche qui leur est demandée. Adapter, individualiser, mettre le joueur au centre de son apprentissage, c'est le rendre acteur de son apprentissage, je vais expliquer l'inverse. Bon, voilà, une fois qu'on a bien mis sous pression dans le revers, vous avez compris que vous pouvez anticiper au filet un drop droit et venir raquette haute et attaquer et délaisser le reste du terrain. Ah ouais, ils ont bien entendu, mais ils vont oublier et il y a de fortes chances qu'ils ne mettront pas en pratique votre théorie, ce que vous avez mis ce que vous leur avez expliqué, pardon. Par contre, si vous les avez mis dans une situation où ils ont pu apprendre et progressivement intégrer cette notion-là, il y a des chances que
rapidement, en tout cas beaucoup plus rapidement que fait comme je t'ai dit, fait comme je t'ai montré, on arrive à l'application de ces notions tactiques qui, croyez-moi, au niveau débutant qu'on retrouve chez les jeunes et chez les adultes, semblent, ce que je vais montrer, assez complexes à mettre en place, alors qu'on pourrait quand même aller un peu plus vite. Ben voilà, ici donc, l'objectif ici visé par le moniteur, ils sont là, c'est la cible. La cible, elle est là en plein milieu, c'est l'objectif. Eh bien, moi, je dois identifier et créer un environnement adapté, un environnement tactique, pour qu'un niveau 0 soit atteignable en fonction des acquis des joueurs. Niveau 0, l'organisation. Match en simple sur terrain complet, sans smash. Le kill est une attaque au filet, résultat d'une bonne utilisation de l'espace adverse. Il est donc permis. Oui, il y a des joueurs qui disent ouais, il a attaqué, il a fait un smash. Il suffit pour ça de bien contextualiser les différentes frappes. Le smash, c'est un geste avec un volant que l'on touche au-dessus de la tête depuis le mi-court ou le fond de court. Un kill se touche, on touche le volant devant soi, raquette haute, au-dessus du filet. Voilà. De plus, le kill, c'est l'objectif que vous recherchez ici, c'est une construction vers une situation facile où le joueur va anticiper. Donc, interdire le kill pendant qu'on interdit les smash, c'est un peu se brûler les ailes, c'est un peu se fermer les portes par rapport à l'objectif que l'on vise. Alors, petit A, pas de règles spécifiques. Pourquoi? C'est une étape importante car elle définit le cadre de l'exercice, match sur grand terrain. Quels sont les prérequis pour arriver à introduire donc le A et le B ici? L'exercice 1 et 2, plus. Vraiment important que les joueurs puissent se déplacer sur demi-terrain, puissent viser, utiliser la composante tactique avant-arrière sur demi-terrain. Exercice 3, savoir croiser au bon moment. Intégration au moins. Là, on est au niveau plus. Une notion de centre couvert, une notion de courir 3 coins, la diagonale, donc on retrouve dans l'exercice 3. Et c'est bête, vous allez dire, tiens, pourquoi il parle de ça? Connaître les règles du jeu en simple sur terrain complet. Bah oui, peut-être que vous n'avez pas encore introduit des matchs, ils n'ont pas encore l'habitude, etc. Mais si vous expliquez tout et puis qu'il y a des questions qui viennent sur je sais où, il y a des fautes au niveau des règles du jeu, c'est quand même bête de retirer l'attention des enfants, des joueurs sur votre organisation et l'environnement tactique que vous proposez et de leur mettre sur des règles élémentaires du BAD. Peut-être vérifier et être sûr qu'ils connaissent bien les règles. B. Zone bonus lorsque le joueur touche le sol. Donc point bonus lorsque le volant atteint la zone verte du fond et de l'avant. On parle bien ici de jouer dans le point faible de l'adversaire, ici le revers. Première étape, N0, j'ai identifié la zone avant et la zone arrière, c'est tout. Et je pars de ce qu'ils ont déjà acquis, exercice 1 et 2, avec les zones avant-arrière sur demi-terrain. Là, c'est important de bien l'intégrer. La suite, N+1. Idem que précédent, ok. Mais on va varier sur l'importance de la surface et des zones cibles. L'importance de la surface. Donc ici, on avait des zones bonus quand le volant touchait le sol dans les zones vertes. Ici, on a point bonus si l'adversaire fait une faute dans la zone avant. Donc la zone avant, c'est évidemment toute la zone verte ici. Point bonus si mon adversaire fait une faute dans cette zone-là. C'est-à-dire que si un joueur a bien déplacé son adversaire dans le fond et qu'il fait le bon choix de frappe de mettre la pression vers l'avant, il peut être quand même récompensé de la faute de l'adversaire. Il ne doit pas atteindre à chaque fois le sol. Donc là, on diminue le niveau à atteindre pour avoir un point bonus, mais vous allez voir que ce n'est pas tout. On recontextualise vers une situation réelle.
L'étape A récompense le joueur qui met son adversaire en difficulté, mais également le joueur précis à l'avant du terrain. Alors, parenthèse, pour le B, favoriser la structure du la structure de jeu Robin des Bois géant. C'est quoi le Robin des Bois géant? Mon petit Robin des Bois, 3 joueurs sur un terrain, sur un demi-terrain par exemple. Il y a un joueur qui est sur le côté et, exemple, le perdant de l'échange descend et le joueur qui est à l'extérieur monte sur le terrain. Ça, c'est le système Robin des Bois. Un Robin des Bois géant, on a par exemple 16 joueurs sur des terrains. J'exagère. On a 8 joueurs sur 4 terrains en simple. On a 3 joueurs à l'extérieur. Et il y a la rotation. Donc, le vainqueur ou le perdant, peu importe, descend du terrain de simple, vient dans la réserve et un joueur monte sur le terrain. Donc, il y a une rotation aléatoire du groupe complet et pas seulement de 3 joueurs sur un terrain. Pourquoi c'est important? Parce que ça favorise la situation B. Règle du petit a, donc faute dans la zone avant, plus le joueur gagne le duel complet. Donc Robin des Bois, match sur terrain complet, premier à 7 par exemple. Si mon adversaire fait une faute dans une frappe de la zone avant, j'ai plus 3. Par contre, j'ai rajouté 2 règles. Si un joueur arrive à mettre le volant au sol dans un demi-terrain identifié dans le fond et un demi-terrain identifié à l'avant. Donc, volant au sol, dans ce cas-là, on gagne le duel. Je suis peut-être mené 6-0 et j'arrive à aller rejoindre cette zone-là. Ben, j'ai gagné le duel, même si j'étais mené 6-0. Ça veut dire qu'on met énormément d'importance, beaucoup trop, hein, on met énormément d'importance sur ces 2 zones-ci. Alors, je vais faire avec vous ce qui est marqué ici, intervention du moniteur. On va demander à un moment donné aux joueurs, on les rassemble, tiens, à votre avis, pourquoi est-ce que les 2 zones-là avaient autant d'importance? Ne vous inquiétez pas, il y en a toujours un dans le groupe qui va répondre. Là, c'est un schéma pour un droitier qui fait face au filet. Donc là, c'est clairement son côté revers au fond et le côté coup droit au filet. Mais surtout, c'est la diagonale, d'accord? Depuis la sortie revers ou depuis le filet ici, peu importe. Donc, on a identifié des zones qui coûtent très très cher à atteindre. Et une fois qu'on les a atteintes, pouf, c'est le Graal, c'est la victoire. Donc, on met en avant l'importance de ces zones-là. On met l'importance sur le fait d'atteindre cette zone revers adverse. Le joueur est récompensé seulement si le volant tombe au sol. Ça, c'est ce qu'ils se disent. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis un contexte tactique. Ici, on est dans le N+2 qui tend vraiment vers la cible, où on a des joueurs qui vont jouer beaucoup plus de frappes, on l'espère, et à vous, si vous voyez que l'exercice n'est pas fait, l'objectif de l'exercice n'est pas atteint, feedback, intervention du moniteur. Mais on va avoir beaucoup plus de frappes, en tout cas, qui vont se diriger vers cette zone revers, avec comme conséquence que l'adversaire va vouloir à défendre tout prix cette zone. Soit il le prend en overhead, manque de précision adverse, ou il va essayer en revers. Et là, on a mis en situation tous les joueurs où, ah ouais, effectivement, quand le joueur, mon adversaire touche le volant en revers, bah, il fait beaucoup de fautes. Ou alors, c'est tout le temps le même volant qui est super facile à attaquer au filet. Tout ceci n'est possible pour une intervention sur la globalité du groupe que si vous faites des interventions comme, par exemple, je viens de faire avec vous. Quel était l'objectif? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que votre adversaire, au final, vous avez mis beaucoup le volant là? Non. Mais est-ce que vous n'étiez pas en situation un peu plus simple quand il touchait le volant ou est-ce qu'il ne faisait pas une faute directe? Voilà, ce sont toutes des questions qu'il faut poser. Je passe au suivant. On arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Seule la zone arrière, donc niveau +3, petit a ici, seule la zone arrière fait remporter le duel. On a dégagé la zone avant, on peut garder les points bonus en cas de faute de zone arrière. Là, de nouveau, vous, en tant que connaisseur du modèle tactique badminton,
C'est pas une étape super intéressante parce qu'on va forcer les joueurs à jouer dans le même coin. Mais lisez un petit peu le A ici, c'est une étape transitoire. Les joueurs risquent de focaliser leur frappe dans ce coin. Mais c'est intéressant de mettre en avant que l'adversaire ne sait pas couvrir tout le terrain. Il délaisse son fond coup droit, par exemple, qui a un boulevard ouvert. Imaginez les jeunes débutants. N'y a-t-il pas moyen de construire quelque chose ici? Ben oui, votre intervention, tiens, il touche jamais en revers, il protège trop. S'il protège trop ce coin-là, est-ce que tu ne penses pas que l'autre coin au fond, ce serait pas mal d'aller y jouer? Ils vont essayer, ils vont avoir un volant facile au filet. À eux de rejouer dans la zone revers s'ils veulent, ou de gagner le point au filet. D'accord? Petit B, idem que A avec vos fautes de Hassan avant bonus, ça je l'ai déjà dit, donc ça permet, voilà, je l'ai dit, j'ai été un peu trop vite. Le point final, il n'y a plus de points bonus dans les zones. Le joueur qui remporte l'échange après avoir joué dans la direction de la zone arrière remporte le match. Ça veut dire concrètement, c'est un joueur qui distribue le jeu. Tout d'un coup, il veut faire son lift croisé ou le lift droit, peu importe, dans cette zone de revers adverse. L'adversaire se déplace et arrive à avoir le volant. Si le joueur qui a construit dans ce coin-là arrive à terminer le point sur la frappe suivante, même si ça a été touché par l'adversaire, alors il remporte le match. Là, de nouveau, importance super haute sur le fait d'aller dans ce point faible et de gagner l'échange assez facilement. Vous allez voir que les matchs vont tourner rapidement, donc il va y avoir, attention, des enfants qui vont être souvent en situation d'échec. Ne restez pas trop dans cette situation-là. C'est ce qui est mis ici. Lorsque cela arrive souvent, on diminue à un bonus plus 3 points, plus 2 points. Ça permet aussi d'individualiser. Si un joueur n'y arrive jamais, ce joueur reste avec ce niveau il remporte le duel s'il est dans cette situation-là, face à des adversaires qui n'ont plus que 2 points bonus. Imaginez cet enfant qui n'y arrivait pas avant, il y arrive la première fois, qui va remporter un match contre un joueur plus fort qui va certainement râler, lui, il sera pas gratifiant, mais il sera vraiment à un niveau, il sera content de lui. Donc voilà, c'est vraiment un retour positif par rapport à cette situation-là. Donc on ne délaisse pas le joueur un peu plus faible du groupe et on met un peu plus de contraintes au joueur qui est au-dessus du groupe. Là, donc le final ici, c'est l'introduction de la construction avec cet élément qui appartient au développement cognitif. Je lis, viser le point faible de l'adversaire permet de créer des situations dans lesquelles je gagne l'échange facilement. Bref retour sur... On arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Ceci, les étapes. Où est-ce qu'on est? On est dans la consolidation, la création, la consolidation de l'étape 4 enchaînée. L'étape 3 n'est pas très intéressante. On peut lire smash, attaque, temps d'arrêt dans le replacement pour observer le résultat de son action. Ici, avec la situation vraiment spécifique, tactique, de construction, de se dire j'ai un point bonus si je mets le point après avoir mis la pression, là, on peut quasi passer à travers cette étape 3 pour essayer un maximum de les mettre là. Ça ne veut pas dire que s'ils jouent en jeu libre, en match normal, ils ne vont pas se retrouver ici, dans l'étape 3. Ils vont frapper, ils vont attendre. C'est pas grave, laissons-leur le temps, mais en les mettant dans une situation qui favorise la vitesse du développement. Favorisons l'apprentissage à cette étape 4 qui ne reste pas trop là, pas trop longtemps ici. Cette étape 3 est pour moi une étape charnière parce que c'est clairement le comportement que l'on peut identifier chez des débutants et chez des joueurs qui ont des années de jeu derrière eux et ils ne sont pas sortis de cette étape-là. Alors, on était là. Les pistes d'évolution.
Ben voilà, ici, on était à une première étape où on introduisait le stade 4, quelles sont les différentes pistes par la suite. Je les ai mises par ordre progressif. Déplacer l'adversaire afin d'ouvrir son point faible. Ouais, c'est la transition tout de suite après ce que je viens d'expliquer. Lorsque je construis, il y a de fortes chances pour que je sache prédire une frappe de l'adversaire. J'adapte ma position. Quand faut-il attaquer? Le jeu en vaut-il la chandelle? En gros, est-ce que je ne ferais pas mieux de construire, travailler mon échange avant de saisir la moindre opportunité de smash et de faire des fautes ou de me retrouver sur une défense importante de l'adversaire? Et là, après, on développe, on est en plein dans l'étape 4, voire une transition étape 5. Je vole du temps à mon adversaire, je vais vite quand il faut, donc j'adapte le rythme de mon déplacement. Là, on est dans l'étape 5, le dernier point. Qu'est-ce que mon adversaire aime jouer? Pardon, on n'est pas dans l'étape 5, je pensais que c'était bon. Pardon. Qu'est-ce que mon adversaire aime jouer? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Là, on est dans le développement d'une stratégie en fonction de l'adversaire. Donc, ça veut dire que je sais jouer un petit peu plus que mon propre jeu que je n'ai pas encore découvert. C'est seulement la prise de conscience qu'effectivement, il faut peut-être utiliser d'autres cartouches, d'autres stratégies. Alors, dans 3 minutes, c'est à vous. Simplement, donc, il y a la présentation, j'ai parlé de différentes études. Je vous ai mis les références. Hein. Si vous faites un copier-coller et que vous allez dans Google, ici, il y a l'URL. Si vous allez dans Google, vous trouvez. Je lis. C'est vraiment intéressant. Préparez vos aspirines et votre dictionnaire parce que c'est du haut niveau pour cette étude-ci. Cette écriture, donc, badminton, l'éternel débutant, c'est aussi très intéressant avec pas mal d'exercices, pas énormément d'exercices. C'est une parution dans une revue d'éducation physique en France, mais c'est adapté au niveau scolaire et donc au niveau débutant de nos clubs. Donc voilà, alors, questions-réponses.